Laurent Gbagbo sort du silence et semble engager une campagne dure contre Alassane Ouattara. C'est ainsi que l'on peut analyser, en tout cas que j'ai pu analyser, ses propos dans l'interview qu'il a accordée à Alain Foka sur sa toute nouvelle chaîne Afo Média. Mais avant tout, il a rebondi sur les récentes révélations ou affirmations de Robert Bourgi, auteur du récent Ils savent que je sais tout aux éditions Max Milo, sur les mallettes d'argent à Jacques Chirac d'abord. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Et sur le projet de Nicolas Sarkozy de le vitrifier en 2011. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Alors, vos réactions aux propos de Laurent Gbagbo sur les mallettes et ses aveux un peu spéciaux et sur 2011, son renversement. On commence par Salomé, qui sera son avocate sur ce plateau. Ah ouais, c'est grande responsabilité. Sur le livre, c'est plutôt une bonne chose de revenir sur les révélations entre guillemets, puisque ce ne sont pas des révélations. La victoire de Laurent Gbagbo en 2010 est une information publique. Cette victoire avait été annoncée par le Conseil constitutionnel ivoirien, et donc c'est un fait historique qui est dans le débat public depuis son prononcé. Il y a d'autres victoires qui avaient été annoncées par d'autres conseils constitutionnels, mais qui n'étaient pas réelles. C'est pas juste la formalité de la victoire. Ce qui fait parler, c'est que c'est quelqu'un qui était aux côtés de Nicolas Sarkozy qui le dit. À mon sens, ce qui fait parler, c'est que cette information donnée comme une révélation dans la bouche de Robert Bourgi le fait à travers des médias de public français. C'est-à-dire les grands médias qui ont vilipendé, qui ont participé à la curée contre Laurent Gbagbo, c'est-à-dire RFI, France 24 et TV5 Monde, sont ceux qui aujourd'hui donnent la parole à un des porteurs de valises de la France-Afrique. Donc c'est quand même assez étonnant. Bon, on en prend acte, mais encore une fois, il n'y a pas de révélation. La révélation, c'est de pouvoir le dire en public sur les chaînes francophones françaises. On parlait d'abord des mallettes. Laurent Gbagbo a admis avoir donné 3 millions d'euros, 2 milliards de francs CFA du contribuable ivoirien. Là aussi, c'est pas un scoop. Non, mais il s'est défendu face à Alain Foka, mais sans vraiment convaincre, en disant c'était Chirac. Oui, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'en 2024, la jeunesse africaine est prête à entendre ça? Un chef de l'État, en tout cas quelqu'un qui se pose comme un leader panafricaniste qui dit Chirac me demande, j'obéis. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça a été présenté. Et la jeunesse d'aujourd'hui, la mallette en question, c'est 2000. Donc, c'est pas en 2024. Le sujet, et moi, je pense que c'est... Non, c'est pas 2000, c'est entre 2000 et 2002. Et 2002, oui. C'est au moment où il devient chef de l'État. Et donc, ce qui est souligné dans l'intervention du président Gbagbo, c'est que, et il le souligne, c'est qu'il a été étonné
que la troisième puissance, à l'époque, dans les années 2000, la troisième puissance militaire française au monde, avec à sa tête un chef d'État de droite, puisse aller demander de l'argent de caisses africaines. Donc c'est ça l'élément choquant. Et il a été... donc la première interrogation... En même temps, il le savait qu'il y avait cet argent qui circulait, nous le savions tous. Ce qui était étonnant, oui, c'est qu'on lui demandait... Aujourd'hui, il est élu en 2000, donc dans une circonstance, comme on sait, on ne peut pas faire comme si l'alternance allait de soi en Côte d'Ivoire. L'alternance ne va pas de soi. Il n'y a pas d'élection tranquille, normale, où on commence les élections et on ne sait pas qui est élu à la fin. La seule fois où ça s'est produit, précisément, c'est en 2000 avec l'élection assez inattendue. Il revient d'ailleurs dans son interview en disant les Français ne m'attendaient pas en 2000. Donc il est confronté à effectivement la France-Afrique et aux porteurs de mallettes et les convoyeurs de fonds illicites. Pour ma part, ce qui est choquant, parce qu'il faut savoir que Jacques Chirac Houphouët-Boigny a été un des financiers de la carrière politique de Jacques Chirac. Française. Enfin, il faut quand même rappeler le fond du sujet. C'est comment la droite gauche aussi. Un peu l'extrême droite. Robert Bourgi, c'est la droite française. Alors, c'est pas pour dédouaner la gauche. C'est pas pour dédouaner qui que ce soit, mais si on parle des témoignages qui font l'actualité aujourd'hui, c'est bien Monsieur Bourgi nous expliquant comment la droite française a été alimentée par des fonds publics africains. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, par toute l'Afrique de l'Ouest. Et centrale, il parle beaucoup de Gabon. Depuis Pompidou. Donc c'est quand même ça le plus problématique pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui, qui est confrontée à un sous-développement et qui même peut se retrouver en situation d'immigration. Et aujourd'hui, moi, c'est ça mon focus, mon angle d'attaque. C'est ça qui est choquant. Et les mêmes tenants de la droite, puisqu'aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir gouvernement français, sont les premiers à attaquer l'immigration, sont les premiers comme source de dépenses, attaquer l'immigration comme problème à régler. Ils rançonnent les pays d'un côté, ça pour faire fonctionner leur propre parti. En revanche, quand il faut chercher des sous, on va s'attaquer à l'aide médicale d'État. Donc c'est ça le choquant, c'est ça qui est totalement absolument insupportable de mon point de vue. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'en France, on ne revient jamais dessus. C'est-à-dire, il y a des révélations, on en parle, et puis on n'en parle plus. Personne ne demande de compte à ses dirigeants en leur disant mais c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé et donc aujourd'hui, Dominique de Villepin, c'est bien beau la Palestine, nous avons un parti, fait, les Républicains, dont on sait maintenant, c'est sur la place publique, qui ont été financés pendant des dizaines d'années par de l'argent public africain. Voilà. Donc ça, je pense qu'ils sont les plus mal placés à vouloir faire des textes de loi qui s'abattent aussi violemment sur la jeunesse en situation d'immigration africaine. C'est tout à fait insupportable. Sur le reste, si on peut dire un mot, parce que c'est pas à mon sens, c'est pas le cœur quand même de l'interview. On parlera des questions ivoiriennes par la suite. Franck, quand même, ses réactions sur 2011 et sur les mallettes. La réaction de Gbagbo au propos de Bourgi. Oui, sur 2011, en fait, le mot vitrifié, c'est pas au figuré, c'est au propre. Quand vous voyez les images de la résidence présidentielle, il y avait des enfants. Déjà, il n'existe plus de résidence présidentielle en Côte d'Ivoire parce que la résidence a été vitrifiée par pas Jacques Chirac, par Sarkozy. Elle est totalement en ruine, elle a été rasée au jour d'aujourd'hui et effectivement, il a vitrifié Laurent Gbagbo. Revenons sur les pseudo-révélations de Bourgi sur l'élection présidentielle. C'est pas Laurent Gbagbo n'a pas gagné parce que le Conseil constitutionnel aurait déclaré non. Laurent Gbagbo a gagné dans les urnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tripatouages et bourrages des urnes depuis le centre de la Côte d'Ivoire, Boaké jusqu'au nord. Demandez aux représentants de l'Union européenne qui sont venus superviser les élections. Comment ils sont sortis de Côte d'Ivoire? Ils sont sortis de Côte d'Ivoire parce que c'est Loïc Floge qui les a transportés dans son hélico
depuis Boaké jusqu'à Accra pour les faire partie Ils étaient menacés par les rebelles. Parce qu'ils étaient menacés par les rebelles. Il n'y a pas eu véritablement de surveillance d'élections dans le Nord. Et ça, tous les observateurs de l'Union européenne de cette époque-là, ils sont encore vivants, ils peuvent vous le confirmer. Donc, quand on nous dit que ce n'est pas une révélation en tant que nous, on savait. C'est pour ça que Laurent Gbagbo l'avait dit. En fait, le cœur du truc, c'était un jour on dit que la participation est de 70%. Et exactement, jour, il y a eu 10% de majoration. Oui, 83%. Il y a eu 10% de majoration entre les premiers résultats qui étaient autour de 70% de taux de participation et les résultats donnés dans le QG de Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe étaient de 83%. Avec plus de 100% d'emploi de bureaux de vote. Donc, en fait, ça permet de ramener le sujet au goût du jour, surtout à 1 an des élections présidentielles. Et puis, en ce qui concerne les mallettes, c'est la face cachée de la France-Afrique. Mais beaucoup d'Ivoiriens jeunes, qui n'ont peut-être pas tout le background, ont été choqués par la légèreté avec laquelle Gbagbo a évoqué cette question. Il y a de quoi être très choqué, surtout quand on se réclame panafricaniste ou souverainiste, il y a de quoi être très choqué. Mais rappelons que ça s'est passé dans un contexte, et en fait, moi, aujourd'hui, ce qui m'a un peu gêné, choqué, c'est la ligne de défense de Laurent Gbagbo. Oui, il a donné 3 millions d'euros, mais il ne peut pas dire que c'est parce qu'on m'a demandé, non. Bon, enfin, heureusement qu'Alain Foucault a su et agi. Ce n'est pas tout le monde qui te demande. Non, en fait, c'est des pratiques. Mais moi aussi, je veux bien 3 millions d'euros. C'est des pratiques qui doivent être proscrites de relations entre l'Afrique et la France. Et je pense que les dirigeants de demain, je ne crois pas qu'ils soient enclins à pérenniser ce type de relations. D'autant moins que c'est mis sur la place publique. Mais je crois que ce débat-là est très important. Tout à fait. Et c'est parce qu'on en parle, parce que c'est mis sur la place publique et parce que c'est dénoncé, qu'effectivement, on a une petite chance que ça ne se continue pas et ne se perpétue pas. Alors, ma propre analyse que je me permets de donner alors que je suis modérateur, c'est que quand un homme politique continue d'être sur le terrain politique, il n'a pas toute sa liberté de parole parce que effectivement, c'est le rapport de force. C'est finalement, c'était la France qui ouvrait les vannes du FMI, de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. C'est la France qui pouvait protéger la Côte d'Ivoire des assauts de ses voisins, notamment du Burkina Faso. Donc, en fait, c'était une manière, en réalité, de prendre acte de la domination et d'essayer de s'insérer dans le dispositif France-africain. Absolument. Mais il ne peut pas le dire aujourd'hui parce qu'il est encore candidat. Il le dit d'une certaine façon quand il s'étonne. Ah bon, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est la puissance française qui demande à moi de l'argent. Donc c'est une manière de dire, voyez bien que nous sommes dans un moi je fais au mieux des intérêts de la Côte d'Ivoire parce que. Mais ça va pas au bout. Ça va pas au bout parce qu'il est toujours contraint par des contraintes politiques, parce qu'il est toujours sur le terrain politique. Enfin ça c'est mon analyse. Fabrice. Mais justement, je trouve que à plusieurs égards, il y a quand même une certaine gêne et ça s'est vu quand même dans cette interview. Tout Laurent Gbagbo, qu'il est tout symbole d'une lutte, d'une certaine lutte anti-impérialiste qu'il est, aujourd'hui, le dire avec autant de légèreté que 2 milliards de francs CFA du contribuable ivoirien, il ne faut pas l'oublier, tu contribues à 2 milliards qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, à construire des routes. Ou des caisses de la présidence. On ne sait pas quel est le budget de l'Élysée. Ça reste de l'argent public. Et la réalité, c'est que cet argent aurait pu servir. Donc, moi, je pense que il aurait pu un peu se remettre en question à ce niveau, faire preuve d'un peu plus de remords que ça dans la façon dont ça a été présenté. La jeunesse, effectivement, les gens d'une certaine génération ne comprennent pas ça et ne comprennent pas non plus qu'aujourd'hui, on l'a vu physiquement pendant cette interview, que Laurent Gbagbo n'était plus le Laurent Gbagbo plein d'énergie. Je l'ai trouvé assez fatigué, même dans la façon d'articuler, de parler, on l'a trouvé plutôt diminué. Aujourd'hui, est-ce que la question de la relève ne peut pas être abordée plus sérieusement ? Quand Alain Foucault lui pose la question d'ailleurs sur la relève, sur la jeunesse, il dit « mais ça ne m'empêche pas d'être toujours là et de continuer ». Je ne trouve pas ça très convaincant. Dans un pays où il y a une majorité de jeunes de moins de 35 ans qui peuvent aspirer aussi à avoir des responsabilités politiques,
Laurent Gbagbo, c'est une figure respectable qui a payé du prix de sa personne. Et dans une région où il y a Bassirou Diomaye Faye. Oui, voilà, et qui montre, voilà, on a l'AES. Et les leaders de l'AES. Et on a l'AES, on a Bassirou Diomaye Faye qui montre un autre visage. Et je pense que les gens qui aujourd'hui suivent cette logique ne veulent plus se faire dicter leur façon d'être africain, d'être panafricain par des personnes du passé, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Laurent Gbagbo. Mais alors, c'est tout le sujet. Est-ce que c'est une personne du passé ou est-ce qu'à l'inverse, à son âge, quand même, il faut qu'on soit logique. On parle de Paul Biya, on parle d'âge. C'est pas une question d'âge, c'est une question de ce qu'on porte et d'idées. Si dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, nous avons... Alors, je vais oui, parce que c'est très... Si dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, nous avons des jeunes hommes ou des jeunes femmes de 35 ans en capacité de dire des choses... Mais c'est à eux de l'apprendre, de dire des choses aussi fortes que celles que dit Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, Wilfried Ekanga a la parole. Je vais faire le dictateur sur le plateau. Oui, impose. Donc, oui, alors, ça permet d'ouvrir une parenthèse sur votre réaction. Je dirais oui et non. L'âge devient un problème quand on observe une absence de lucidité, une absence de capacité. Voilà, il n'y a pas d'absence de lucidité. Cognitive, notamment. Lucide. Oui, justement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis oui et non, dans ce sens où l'âge peut être un problème si cognitivement ça ne va plus. On a un superbe exemple au Cameroun de Paul Biya. Mort ou vif, cognitivement, ça ne va plus. On parlait de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, sur le cas de la Côte d'Ivoire, autant j'ai trouvé Gbagbo, il n'a plus évidemment la fougue d'antan, comme le disait Fabrice, mais autant sur le plan de la lucidité, de la faculté d'analyse, c'était plutôt c'était très intéressant. Pas persuasif à 100%, mais très intéressant. D'un autre côté, on peut avoir des jeunes comme Bassirou Diomaye Faye qui me posent un problème, notamment sur le fait qu'on héberge un ambassadeur ukrainien qui s'est réjoui de l'attaque terroriste de Tinzaouaten. Ça, c'est un sujet que je ne vais jamais lâcher jusqu'à ce que justice soit faite à ce niveau. Donc, maintenant, sur la question, pour revenir au sujet fondamental, le problème avec Gbagbo vient sur, justement, la fameuse analyse des affaires financières. C'est-à-dire, jeune ou vieux, c'est un problème de faire commerce de cette façon avec une puissance étrangère, avec de l'argent public destiné aux Ivoiriens, que ce soit les caisses directes de la présidence de la République ou encore l'argent du trésor public au niveau des rentrées fiscales ou des recettes d'exportation. Mais avant d'y arriver, d'abord, je veux revenir sur 2011, puisque la question était il y a deux volets. Le fait que Sarkozy, ou qu'on apprenne, entre guillemets, que Sarkozy a vitrifié... avait le projet de le vitrifier. Oui, c'était pas le projet, il l'a mis en œuvre. Il l'a vitrifié. Et ce n'est d'autant pas une surprise que cela a été évoqué dans le livre de Frédéric Guerchel et Nathalie Chaud, que quelques années après que Gbagbo ait été envoyé à la CPI, où il dit, je cite, « Quand je pense à tous les soins que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire », il enchaîne en disant « On a sorti Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara », dont ça entérine la version de Laurent Gbagbo qui dit que j'ai gagné l'élection et voilà, Ouattara a été soutenu par la commission, par la communauté internationale. Et donc on a eu ce curieux 4 décembre 2010 où deux présidents ont prêté serment. On a eu deux résultats différents. La Cour constitutionnelle donnait Gbagbo vainqueur avec 51%, quand le Conseil électoral et la communauté internationale donnaient Ouattara vainqueur avec 54%. Il y a eu la majoration que vous avez évoquée. Il y a Nicolas Sarkozy qui est venu et qui nous a dit... Guassou, petit cadeau. Oui. Cadeau électoral. Et Nicolas Sarkozy qui vient et qui nous dit à la télé, le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Enfin, des scènes d'une incongruité absolument... D'une violence totale, surtout. Oui, et d'une perfidie. Ouais, on évoque les mallettes, Wilfried. Oui, justement, ça c'est d'un pour déjà confirmer que quand Gbagbo assume et persiste et signe qu'il a gagné l'élection, je pense qu'objectivement, on a plus d'éléments qui vont dans ce sens-là que dans le sens de la justice des vainqueurs qu'on a eu par la suite avec l'installation de facto d'Alassane Ouattara. Maintenant, sur le plan des mallettes, il est évident que ça pose problème. Ça ne pose pas problème qu'à moi, ça pose problème à l'Afrique d'aujourd'hui, de manière générale, dans la mesure où dans l'inconscient collectif, Gbagbo est présenté surtout après qu'il ait été envoyé à la Cour pénale internationale comme un dirigeant panafricain, un dirigeant qui avait des visions souverainistes, qui avait une approche de décolonisation. Voilà, ça s'inscrit. En fait, c'est un paradoxe, d'autant plus que Gbagbo lui-même, lors de cette interview, il dit à Alain Foka, je trouve problématique que l'Union africaine soit
porté par des financements extérieurs, que le siège à Addis Abeba en Éthiopie a été porté par des financements chinois. Il a même dit que l'AES a sa pertinence dans la mesure où la CEDEAO est une coquille vide inféodée à la France qui vit des financements français. Donc on peut se poser la question, comment lui qui défend aujourd'hui la nécessité et la condition sine qua non pour la souveraineté africaine que nous financions nos propres structures, comment lui peut prendre 2 milliards de l'argent public de l'Afrique. Faisant ainsi comme tous les autres. Voilà, faisant ainsi comme tous les autres. C'est la tradition. Il y a 20 ans. La démarche est de le dire aujourd'hui. Oui, Quel autre il y a 20 ans, Est-ce que Paul Biya dit je donne de l'argent aux caisses? Je voulais qu'on évoque un peu il est évident que Macky Sall dit publiquement je donne de l'argent. On continue le débat. Non, mais il ne s'agit pas de le dire publiquement ou non. Question ivoirienne. On n'a pas ressenti le remords politique de la question, d'autant plus que Ouattara pourra utiliser ça contre lui pour continuer à maintenir son invalidité et pour continuer à lui refuser. Ouattara réinjecte dans le système français. La question n'est pas ce niveau. Évoquons les questions ivoiro-ivoiriennes. Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane. Non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. En regardant cette interview, je me suis demandé si les deux hommes pourront cohabiter, Ouattara et Gbagbo, sans accroc majeur durant les 12 mois qui viennent, qui nous conduiront à la prochaine présidentielle pour laquelle Gbagbo demeure inéligible, mais à laquelle il assure qu'il sera candidat. Je trouve que Gbagbo a été très véhément vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Franck. Ah oui, il a dit ce qu'il pensait et c'est du Laurent Gbagbo. À un moment donné, il y a quelques années, il nous voyait un peu, mais là, il tape. Oui, bien sûr, parce qu'il a vu qu'en face de lui, le camp Ouattara ne joue pas franc jeu. Laurent Gbagbo, on a vu quand il est sorti de la CPI, il a eu des difficultés à rentrer. Il est rentré, il a rendu visite à Ouattara. Il y a eu plus ou moins un respect mutuel entre les deux, mais à partir du moment où les choses continuent à se pérenniser dans le sens de l'écarter de plus en plus de la scène politique, Laurent Gbagbo revient dans ses habits qu'on lui connaît le mieux. Est-ce que Ouattara peut supporter? Juste, ça c'est la grande question. Est-ce que Ouattara... Déjà, Ouattara a mis tout en œuvre pour écarter Laurent Gbagbo 10 ans durant. Ça n'a rien donné. Oui, ça n'a rien donné. Laurent Gbagbo aujourd'hui est de retour. Est-ce que Ouattara... quelle manœuvre Ouattara peut faire pour empêcher Laurent Gbagbo? Là, se trouve toute la question. Parce que elle est déjà faite, la manœuvre, mais pour l'empêcher d'être candidat, mais l'empêcher de parler, c'est autre chose. Laurent Gbagbo, je pense que de plus en plus, il va taper du poing sur la table parce que l'élection présidentielle approche à grands pas. Nous sommes à 12 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et je pense que le PPACI et son leader vont de plus en plus retroucher les manches et faire beaucoup de bruit pour qu'ils puissent avoir gain de cause. Sinon... Franck, Fabrice. Je pense que le maître des horloges, ça reste Alassane Ouattara, du fait d'être au pouvoir. Je pense qu'il a une certaine avance dans la capacité à diriger en quelque sorte le jeu et qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo doit espérer que Alassane Ouattara ne cherche pas volontairement à lui mettre les bâtons dans les roues parce que s'il le fait de manière très frontale, je doute que Laurent Gbagbo soit capable de revenir
véritablement dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Alors, Wilfried, est-ce que justement la technique vengeresse ne serait pas pour Gbagbo de faire son Sonko, c'est-à-dire de créer un Bassirou Diomaye Faye qui va porter ses intérêts sur la scène électorale et au cas où il ne parvient pas à infléchir le cours institutionnel des choses? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Gbagbo persiste qu'il sera candidat. Bassirou Diomaye Avec beaucoup d'assurance. Oui, justement. Donc, Bassirou Diomaye Faye version Côte d'Ivoire n'est pas du tout à l'ordre du jour. Bassirou Diomaye Faye n'était pas non plus à l'ordre du jour au Sénégal. C'est devant la fatalité de l'imminence de l'élection que Ousmane Sonko a dit plutôt que de n'avoir aucun candidat pour le PASTEF, autant mieux, voilà, je vous présente Bassirou, et l'essentiel c'est que ce soit le PASTEF qui arrive aux fonctions, nous allons gouverner ensemble. Donc Gbagbo persiste à dire ce sera moi, et ça nous renvoie, ça nous ramène à la question de la finance tout à l'heure où je disais il a été gracié plus ou moins par Alassane Ouattara ou par la Cour pénale internationale, mais l'amnistie n'est pas, enfin il ne bénéficie pas de l'amnistie lui permettant de se porter candidat. Donc Ouattara peut se servir de l'élément où il reconnaît y avoir puisé dans les caisses publiques pour, même s'ils le font tous, c'est-à-dire Paul Biya, Ouattara, même s'ils le font tous, le fait que Ouattara, que Gbagbo reconnaisse avec une telle désinvolture de l'avoir fait, Ouattara pourrait même, après l'avoir amnistié, dire, avec les nouveaux éléments qu'on a, avec ces nouveaux antécédents, il est évident que la candidature de Gbagbo ne pourrait pas être acceptée. Par contre, mais il faudrait que ça passe par un tribunal et il faudrait pour cela que Ouattara organise lui-même le procès de la France-Afrique, ce qui est impossible. Voilà, c'est pour ça que je l'ai. Non, ils ont la capacité. Il n'y a même pas. Ça serait cocasse. Non, mais ils ont la capacité de le faire. On serait tous intéressés à savoir. Ce ne serait pas la première cocasserie à laquelle on a affaire en Afrique. Et surtout dans un contexte politique pour disqualifier un candidat, l'expérience a montré qu'on ne recule devant rien dans ces pays au sud du Sahara. Par contre, j'ai bien aimé l'approche frontale de Gbagbo qui se comporte plus ou moins comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui dit d'ailleurs quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire Ouattara n'a pas la légitimité de briguer un 4e mandat, déjà qu'il n'avait pas la légitimité pour le 3e mandat, qui a été évidemment soutenu par ses amis parisiens. Après le décès de Mamadou Gon Coulibaly, il nous a dit que sur les 28 millions d'Ivoiriens, il n'y a personne de mieux que moi pour porter la Côte d'Ivoire vers le... de force majeure, disait-il. Ouais, voilà. Et donc là, il est clair que vu son langage corporel, il n'a pas du tout envisagé de faire son Bassirou Diomaye Faye, pas du tout. Donc Gbagbo ne se trompe pas quand il dit la Constitution est claire, c'est 2 mandats maximum. Et donc Ouattara, qui est déjà dans une situation d'illégalité, ne peut pas prétendre à un 4e mandat sur ce plan-là. Le mot de la fin à Salomé. Je pense que c'est on a dit les deux termes importants de ce débat, illégalité et illégitimité. Donc, en effet, l'ensemble des propos de la promotion du livre de Bourgi porte là-dessus. C'est ça la grande nouveauté, y compris dans le débat public français. C'est de reconnaître que Ouattara n'a jamais été légitime au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est quand même ça la révélation en réalité. Et c'est ça qui a été dit sur de 2015 à 2020. Même pas, puisqu'en 2015, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas d'opposition. Donc j'en reviens, moi, quand même, au thème, c'est compétition électorale, une compétition électorale. C'est-à-dire qu'on vous n'êtes pas parti unique, candidat unique. Une compétition électorale. Pour qu'il y ait un choix démocratique, il faut qu'il y ait des compétiteurs sérieux et réels. Ensuite, il faut un cadre électoral aussi sérieux et réel. Mais déjà, la compétition. Donc là, le fait nouveau, c'est que, y compris en France, dans le débat public français, l'idée de l'illégitimité d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat s'installe, a fortiori, puisque cette illégitimité existe en réalité depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 2011. Donc en effet, je pense que le débat est quand même tout à fait réouvert sur une base tout à fait différente, avec une perspective et un angle d'attaque différent. Nous sommes en présence d'un chef de l'État qui est vraiment écorné dans sa légitimité, qui aujourd'hui
va avoir beaucoup de mal à s'imposer de façon illégale dans un 4e mandat. Et je pense qu'on est à l'inverse. Vous ne serez pas étonné de m'entendre dire que pour l'instant, le rapport de force sur le plan politique, moral et légal est du côté de Laurent Gbagbo. Celui qui a été jugé et acquitté, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui aujourd'hui refait de la politique d'une façon qu'on va dire tout à fait légale et en plus à la loyale, c'est-à-dire avec un parti politique, c'est Laurent Gbagbo. Salomé, merci. Et merci à vous tous d'avoir discuté. Merci Fabrice, Wilfried et Franck. Et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.